Donc je vous avais laissé au moment où Ursakar Creed regarde au ciel et se dit mais comment j'ai pu rater ça, où vous avez aussi Belisarius Cawl qui prend conscience que Cadia c'est la clé de voûte de sa guerre contre le chaos, parce que Abaddon, son but c'est de détruire tous les pylônes, et il y a des pylônes sur Cadia, c'est ceux qui maintiennent l'œil de la terreur à moitié fermé, et bien sûr il comprend que si Cadia tombe, eh bien l'œil de la terreur ne sera plus diminué par les pylônes, et que c'est le but d'Abaddon. Allez, je vous avais donné un indice quand même, hein. Oui, c'est Sainte Célestine. Donc elle arriva, tel un météore sur le champ de bataille, elle frappa le sol dans un déchaînement d'énergie, des éclairs jaillirent. On retrouve un petit peu avec le côté lieu des éclairs, un petit côté Sigmar, ouais, un petit peu, on retrouve un peu ce côté-là. Donc en tout cas, les éclairs s'abattent sur le champ de bataille. Dans son sillage, eh bien, les démons disparaissent parce qu'elle est l'anathème au chaos. Elle est la sainte vivante, Sainte Célestine. Et en fait, tout le champ de bataille prend un moment de pause, un instant fugace de pause. Du côté des défenseurs de Cadia, eh bien, on a une foi revigorée. Tous ceux qui étaient au bord du désespoir, ou qui étaient même dans le désespoir le plus complet, eh bien, retrouvent une énergie. Parce que, comment l'empereur pourrait-il accepter que Cadia tombe s'il prend la peine d'envoyer sa sainte, l'unique sainte vivante, l'unique représentante de la foi impériale, Sainte Célestine. Donc ça donne une foi revigorée, donc, mais du plus simple fantassin jusqu'à Ursakar Creed qui oublie que même au-dessus de lui il y a cette Blackstone Fortress, il retourne au combat et en fait tous se disent allez, il faut faire un dernier effort pour arriver à la volonté de l'empereur, faire en sorte que Cadia survive. Alors du côté de l'Astartes, c'est un petit peu différent, parce qu'on a les Black Templars qui eux aussi ont ce moment de transe et on retrouve justement eh bien l'énergie peut-être qu'il leur manquait à un instant, parce qu'ils voient la matérialisation encore une fois de la volonté de l'empereur, de la foi impériale, et tels les Black Templars fanatiques qu'ils sont, eh bien ils retournent au combat, enfin ils y étaient déjà, hein, mais ça vraiment ça les galvanise. Et à l'inverse, eh bien, on a l'ensemble des autres Astartes qui, eux, eh bien, ne croient pas en la foi impériale, ne croient pas en la divinité de l'empereur. Et en fait, simplement, ils acceptent cette aide parce que, à quoi bon refuser l'aide? Et puis si au final, si les humains ont besoin de croire que l'empereur est un dieu, eh bien, si ça leur permet de mieux défendre l'Imperium, de combattre et de gagner, alors ils ne vont pas se plaindre. Et c'est vrai que là je fais une petite parenthèse, mais à cette époque-là, c'est quand même quelque chose qui est bien mis en avant. Le fait que l'espèce marine ne vénère pas l'empereur et qu'il considère simplement que c'est le commandant de l'Imperium, l'empereur de l'humanité, mais qu'il n'y a pas ce côté foi en fait. Alors que je trouve que maintenant, c'est quelque chose qui s'est plutôt effacé et on nous parle rarement du fait que, surtout même avec les Primaris maintenant, que ils ont ce côté... enfin, comment dire, un petit peu un moins religieux en fait. Parce que c'est vrai qu'au début, alors là je vais partir trop loin, mais ça y est, mais vous savez, j'aime bien disserter un petit peu. On avait vraiment, quand on a eu la première présentation des Primaris, les Primaris, eux, ont été créés il y a bien longtemps. Ils sont plus vieux que la plupart, enfin même tous quasiment, que tous les Firstborn, parce qu'ils ont été faits il y a 10 000 ans. Et en fait, les premiers Primaris se sont réveillés, ils ont été endoctrinés, ils ont été en mode stase, etc. Mais ils viennent vraiment de l'époque d'il y a 10 000 ans. Donc forcément, pour eux, eh bien, ce qu'ils trouvent, c'est un peu comme Reboot Gilliman. En fait, c'est exactement le même sentiment, c'est qu'ils ne reconnaissent pas l'impérium dans lequel ils sont. Et ils ne reconnaissent pas non plus les légions de lesquelles ils pouvaient être issus. Et voilà, donc après, il y a eu cet endoctrinement pendant qu'ils étaient en train de dormir, il y a eu un entraînement physique aussi, mais... Voilà, il y a ces quelques difficultés, mais toujours est-il que maintenant, j'ai vraiment l'impression que on nous pousse moins à dire que l'espèce marine ne croit pas en la divinité de l'empereur, ou alors peut-être que je m'y suis habitué, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, là, c'est clair et net, il y a vraiment cette distinction. Alors, vient sur l'action, donc dans le camp impérial, eh bien, c'est la galvanisation grâce à Sainte Célestine, à tel point que même les forces de l'attaquant, donc les forces du chaos, commencent à douter, parce que l'espace d'un instant, se disent, mais
mais peut-être qu'on peut ne pas gagner en fait. Et à l'inverse, les défenseurs se disent mais certainement on va gagner, ce n'est pas pour rien que l'empereur a amené Sainte Célestine, et avec cette force-là, eh bien, ils arrivent à reprendre le dessus, et des dessus assez techniques, c'est-à-dire que sur le Beyblade Vicantrix, qui est encore paralysé un petit peu par les nanomachines, on se demande qui a bien pu encore faire cette petite combine, on dit condine, on dit trazine, on dit combine, on dit trazine, et ils arrivent à retourner en fait la situation, et à bannir beaucoup de démons dans le Warp. Mais cependant, il y a une des forces qui oppose à la foi impériale, et bien sa détermination, c'est la Black Légion. La Black Légion, en fait, elle est aussi l'anathème de la foi impériale. C'est-à-dire que, eh bien, autant l'Imperium se trouve galvanisé, autant ça renforce la volonté de destruction de la Black Légion. Et on sait pourquoi, hein, la Black Légion, c'est justement celle qui a amené l'hérésie d'Horus, donc voir que l'Imperium se relève, qui ne va pas se laisser faire aussi facilement, ça leur donne aussi de l'énergie, donc ils continuent à rebalancer les choses. Donc on aurait pu s'arrêter là, parce que l'intervention de Sainte Célestine, même si elle est déterminante, elle reste seule, c'est une seule personne, mais elle sait elle-même qu'elle ne peut pas juste apporter la foi, et que Cadia a besoin de bien plus que simplement la foi, elle a besoin de renfort. Et c'est là qu'on entend, dans l'espace, les moteurs à plasma qui commencent à s'activer, et on voit d'énormes behemoths qui descendent avec des sœurs de bataille, parce qu'il y a 5 compagnies de Notre-Dame des Martyrs qui viennent en renfort avec Sainte Célestine. Alors comment se fait-ce? Eh bien, simplement, il y avait un vaisseau en fait des sœurs des Martyrs, de Notre-Dame des Martyrs, qui était perdu dans le Warp depuis 1440 ans, et en fait Sainte Célestine les a retrouvés dans le Warp, les a guidés et leur a permis de rejoindre un autre vaisseau qui était aussi lui-même perdu dans le Warp. Et ces deux vaisseaux-là, de par sa foi, elle a servi de canaliseur, elle a servi de balise pour les extraire du Warp et les extraire directement sur Cadia à cette époque pour venir se battre. Donc ces renforts sont bien évidemment bienvenus. En plus, ce sont des troupes qui sont pleinement fraîches et qui ont envie d'en découdre aussi, parce que ça fait une éternité, on nous dit, mais vous savez, dans le Warp, le temps passe toujours d'une façon assez étonnante. Donc si ça se trouve, ça fait peut-être que 3 mois qu'elles les attendent en fait dans le Warp. Peut-être que ça fait plus longtemps, des années, on ne le sait pas, mais en tout cas, elles arrivent et elles ont envie d'en découdre après tout ce temps passé dans le Warp. Et elles sont accompagnées, eh bien, du Phalanx. Le Phalanx, vous vous en doutiez, il y avait vraiment 2 choses quand je vous ai fait voter en disant ah, pour qui vous pensez, qu'est-ce qu'on voit en haut? Eh bien, c'était soit Sainte Célestine, soit le Phalanx. Eh bien, c'est les 2, mes amis, c'est exactement les 2. Sainte Célestine a guidé le Phalanx pour qu'il arrive sur Cadia, et on se retrouve du coup sur le pont du Phalanx, et on a Kor'Garadon donc qui du coup regarde un petit peu Cadia et ne s'étonne plus en fait de rien, parce que en l'espace de très peu de temps, il a vécu l'apparition de la Légion des Damnés. Vous savez, ce sont ces Space Marines qui sont auréolés de flammes, un peu spectraux, et qui viennent dans les pires moments. Alors, simplement, il s'étonne parce qu'ils ont disparu. Dès qu'en fait, Phalanx s'est matérialisé dans l'espace réel au-dessus de Cadia, eh bien, la Légion des Damnés a disparu. Voilà. Mais en tout cas, il ne réfléchit pas à plus que ça, il sait qu'il est là pour faire la guerre, il sait qu'il est là pour défendre Cadia. Deuxième chose, il y a eu cette sainte qui est apparue devant lui, Sainte Célestine, donc là aussi on a affaire à un impérial fils, donc la foi impériale ne fait pas partie de sa religion justement, mais en tout cas il sait qu'elle l'a guidé, qu'elle a un pouvoir certain, et peu importe d'où il provient, en tout cas ça l'a aidé à faire son devoir, défendre l'Imperium, défendre Cadia. Et après, dernière chose, il ne pensait jamais encore une fois devoir sacrifier une partie de Phalanx, et lui-même, vous savez, il a tiré avec les défenses de Phalanx sur Phalanx pour exciser, en fait, un peu se couper un bras parce qu'il était infecté par les puissances du chaos. Donc, s'étonne plus de rien, il est là, prêt à en découdre. Et alors ça change des choses, et il y a un petit passage qui est vraiment très sympa, et honnêtement, là j'ai vraiment pris plaisir encore à la lecture de Gathering Storm, parce qu'on ne dit pas Gathering, on dit Gathering Storm, je fais des efforts. Comme j'ai appris qu'on ne dit pas chamoinesse, mais on dit chanoinesse. Alors je pense que je vais pas y arriver, parce que ça fait, je sais pas, presque 30 ans dans ma vie que je dis des chamoinesses, sortes de bataille, mais c'est des chanoinesses, et en fait personne ne l'avait jamais dit, Donc heureusement, il y a un super échange entre vous et nous, entre moi, vous, etc. Et vive YouTube, et voilà. Donc du coup,
chanoinesse, voilà, et Gathering Storm. Je fais un effort. Donc, ce qui est vraiment sympa dans Gathering Storm, c'est les petites histoires comme ça, je trouve qu'ils sont vraiment pleines. Alors, vous vous rappelez, il y a la baronne Vardus qui a ses chevaliers impériaux et qui se bat contre la Légion Vulcanum. Et elle sait que son pari, en fait, elle prend conscience que son pari de amenuiser en tout cas les forces des titans, eh bien, ne va pas se retrouver payant parce qu'elle a perdu énormément de ses frères d'armes et elle sait qu'elle est plus ou moins la dernière. Donc, son dernier geste, ça va être le geste de sacrifice. Elle commence à paramétrer son chevalier pour créer la surexplosion en fait de son générateur pour essayer de causer un maximum de dommages sur un titan. Et alors qu'elle est en train d'activer ses codes, eh bien elle voit tout le côté du Warlord qui est devant elle, qui explose et qui se retrouve vaporisé par des turbo-lasers, et elle voit des Thunderhawks dorés, donc on imagine ceux des Imperial Fist qui viennent justement de Phalanx, qui viennent prêter main forte, et les Thunderhawks ont des canons tueurs de titans sur leur carapace, donc ça fait la différence, ça fait le poids, et elle sourit et elle désactive en fait cette commande, parce que cette commande d'autodestruction, c'est la voie du kamikaze, la voie de la destruction quand on a perdu tout espoir. Et là, l'espoir renaît en elle. Et elle voit au loin justement Sainte Célestine, cette lumière, et elle se dit « Je vais continuer à me battre ». L'espoir renaît, avec les renforts qui ont été amenés, il y a de fortes chances qu'on puisse faire quelque chose. Allez, continuons à nous battre. Après, on a une petite histoire sur Urkantos qui a finalement réussi à accomplir ce qu'il voulait. Il a détruit le générateur. Donc, Cadia n'est plus protégé des tirs de la Blackstone Fortress. Et il sent que, voilà, c'est la victoire. Il a enfin réussi à lui-même, en fait, à détruire la dernière chose qui protégeait Cadia. Son ascension en mode prince démon va encore être magnifiée. Sans doute que les dieux, sans doute qu'Abaddon, dont il est la main droite, va lui donner encore plus de pouvoir. Donc, il se dit, ce serait quand même dommage de mourir avec ce tir de la Blackstone Fortress, du Wheel of Eternity. Donc, je vais quand même sortir un petit peu. Alors, quand il sort, eh bien, il voit en fait toute cette bataille immense devant lui. Et comme c'est un prince démon de cornes, il a ce sang qui bout en lui et qui lui dit « Ah, allez encore prendre quelques crânes ». Et il a envie quand même de se dire « Allez, tant pis, quitte à mourir, autant finir dans une orgie de violence ». Mais juste devant lui, en fait, il sent quelque chose et il y a une odeur qui le dégoûte un peu, et il se retourne et voit qu'il y a Sainte Célestine devant lui. Donc il ne la reconnaît pas parce qu'il ne sait pas qui elle est exactement, mais il voit qu'elle est auréolée de flammes, qu'elle a cette odeur, et cette odeur il la reconnaît, mais c'est l'odeur de la foi impériale, et c'est ce qui le dégoûte, qui le révulse, et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience justement qu'il se trouve devant Sainte Célestine. Donc il la regarde et lui dit « Ah, tu es simplement en fait un éclat du faux empereur, tu n'es rien d'autre, tu n'as aucune volonté propre, tu n'existes pas, je vais simplement me faire le plaisir de te tuer ». Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il l'appelle la consort du cadavre. Je trouve que c'est une image qui est assez jolie. Tiens, ça donne même envie que ce soit le titre de la vidéo. Et du coup, bon, bien sûr, il la toise, mais Sainte Célestine, bien sûr, elle se démonte pas, parce que bien sûr, des engences du chaos, on a vu énormément, et c'est pas quelques menaces qui vont simplement lui changer les choses. Donc Urkantos continue à menacer Sainte Célestine, il fait « Mais tu n'es que le pâle reflet de l'empereur, tu n'as aucun pouvoir, je suis un prince démon et tu es toute seule, qu'est-ce que tu peux faire toute seule contre moi? J'ai tué des milliers de serviteurs de l'impérium de l'empereur et tu seras simplement la prochaine sur la liste. » Sainte Célestine, elle, par contre, elle reste impassible. Elle a juste cette haine dans le regard envers Urkantos, elle se rapproche de lui. Et Urkantos, en disant ça, eh bien, ces menaces, il sent en fait une force qui l'engage, qui le galvanise lui aussi. Et en fait, il a toujours cette douleur, ou il avait cette douleur dans la poitrine, là où on avait la garde de l'épée de la chanoinesse. Et en fait, eh bien, cette douleur a disparu, donc il se sent galvanisé, il se dit « C'est la force du chaos qui est en moi, je me sens au top de ma forme, et je vais montrer à Khorne que ses bienfaits vont être récompensés, remerciés avec le crâne de Sainte Célestine. » Et quand il touche justement cette zone où la douleur a disparu, il s'aperçoit que quelque chose est étrange, parce qu'en fait, eh bien, l'épée n'est plus là. L'épée qui n'arrivait pas à retirer parce qu'elle le brûlait à chaque fois qu'il la touchait, eh bien, elle a disparu. Et c'est là qu'il comprend, il se retourne, et devant lui, il a les deux chanoinesses qui étaient tombées, auréolées, elles aussi, de cette foi impériale, avec leur épée à la main. Elles le toisent à nouveau, et là, il perd sa contenance, et Sainte Célestine lui dit « Tu as tort,
je ne suis pas seul, et tu vas mourir. Bon, bien sûr, hein, j'ai du mal à imiter la voix de Sainte Célestine, je ne sais pas. Donc pardon, hein, pardon pour la famille, mais voilà, en tout cas, s'approche de lui. Ensuite, bien sûr, tourne la page. Là j'ai lu que 2 pages du bouquin, et je trouve déjà que c'est exceptionnel, et je suis très content de vous refaire Gathering Storm, parce que c'est exceptionnel. Et ce qui passe après, là, franchement, je suis sur 4 pages, et c'est génial. Donc, on passe à l'échelle spatiale. Donc, on retrouve Phalanx qui s'approche du Wheel of Eternity, de la Blackstone Fortress. Et en fait, on retrouve Gorgaradon qui est là. Et il sait en fait que ce combat, c'est sans doute le dernier. Pourquoi? Parce que la forteresse Phalanx a énormément souffert récemment. Son voyage dans le Warp l'a encore diminué. Elle a très peu d'énergie, très peu d'équipage. Et elle se retrouve seule face à l'armada de la Black Legion et en plus la Blackstone Fortress. Donc Garadon sait que c'est sans doute le dernier acte de Phalanx, mais il veut que ce dernier acte soit extrêmement impactant et il veut détruire le Wheel of Eternity. Donc il garde en fait la plupart de l'énergie pour justement les boucliers, pour résister à l'assaut de la Black Legion, et on voit qu'au fur et à mesure, tous les vaisseaux qui étaient en train de bombarder Cadia depuis l'orbite, refont en fait formation pour venir attaquer Phalanx. Maintenant, Phalanx, on nous dit que c'est le plus formidable vaisseau qu'on puisse croiser dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors, en tout cas, à la connaissance de l'Imperium, c'est le plus puissant. J'ai même l'impression que, il fait jeu égal, voire est supérieur à une Blackstone Fortress, parce que c'est vraiment le sentiment, je pense, qu'on a quand on lit en fait les choses. Donc, Phalanx s'avance vers la Blackstone. La Blackstone ouvre le feu, en effet, vers Phalanx, mais pour l'instant, ses boucliers résistent encore un petit peu. Ensuite, on dézoome et on se retrouve avec un petit passage textuel, vous savez, quand on raconte vraiment une histoire, et on retrouve, les Space Wolves qui avaient pour mission justement de détruire le Wheel of Eternity, qui ont malheureusement échoué. En fait, on retrouve leur histoire. Alors, on nous raconte ce qui s'est passé, tout simplement, on avait une force colossale qui s'opposait en fait à eux, à l'intérieur. Ils étaient très peu, leur vaisseau, leur Strike Cruiser a été détruit, mais ils ont réussi malgré tout à lancer des torpilles d'abordage juste avant, et depuis le temps, le temps en fait n'a plus vraiment de consistance pour eux. Ils sont en train de se battre, ils perdent de plus en plus de troupes, mais ils se rapprochent malgré tout de leur objectif, à savoir un générateur de l'ère impériale. C'est-à-dire que la Blackstone Fortress, bien sûr, n'a pas été construite par l'humanité, par contre elle a été parasitée par l'humanité. L'Imperium a installé certains systèmes pour justement utiliser la Blackstone Fortress, des sortes d'interfaces, et après Abaddon vient réutiliser justement à son tour ce qui a été fait par l'Imperium, mais ça reste une faiblesse, et ça les Space Wolves le savent. S'ils réussissent à détruire ce générateur, on va dire ce transformateur qui permet d'utiliser une partie de la Blackstone Fortress, de son énergie, et de l'utiliser pour les humains, ça diminuera les capacités de combat. Donc il se dit, on va essayer encore une fois de porter un coup fatal. Et en fait, alors qu'il est en train de se battre, il y a une lumière qui attire son regard, et en fait sur le côté il voit un fort stellaire blindé qui s'avance vers lui, et il reconnaît Phalanx. Il se dit c'est Phalanx, et en fait ça le fait rire, et il se dit ah, les fils de Dorn veulent aussi leur part de la gloire, je vais essayer de leur donner cette impulsion là pour qu'ils puissent achever le Blackstone. Et en fait, avec cette énergie renouvelée, il fonce en avant, et il se retrouve aussi auréolé d'une sorte d'énergie éthérique, et juste à côté de lui apparaît, je vous donne un mille, ouais, ce serait abusé de mettre une pub là, ouais, franchement ce serait relou, hein. Ça serait vraiment les pires techniques, les pires humains qu'on puisse exister, mais heureusement, comme vous me suivez sur Tipeee, vous n'avez pas de publicité, donc félicitations à vous. Et puis si vous n'êtes pas sur Tipeee, on sait jamais, peut-être que ça peut vous donner envie de me suivre sur Tipeee. En tout cas, n'hésitez pas, parce que c'est un geste qui compte pour moi, qui me permet de continuer de faire ce type de vidéos. En plus, vous avez les vidéos en avance, vous avez sans publicité, et aussi en version podcast. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie, hein. Donc il se retrouve aidé par la Légion des damnés qui était sur Phalanx, qui a disparu dès que Phalanx est apparue dans l'espace matériel. Elle s'est matérialisée à l'intérieur de la Blackstone Fortress pour aider les survivants Space Wolves à accomplir leur mission. Et en fait, ils ont une autre aide qui est assez étonnante, c'est que déjà premièrement, les forces de la Black Legion
On voit bien dans leur façon de se battre qu'ils ne connaissent pas bien la forteresse noire et qu'ils ne maîtrisent pas vraiment la façon dont elle a été construite, où sont les coursives, et que c'est un atout que va réutiliser justement les Space Wolves parce qu'ils se battent plus ou moins à armes égales, puisque ce n'est pas le terrain de l'adversaire, étant donné que la Black Legion utilise un peu la Blackstone Fortress sans la connaître, sans l'avoir fabriquée. Eh bien, c'est une sorte de pied d'égalité, parce que souvent quand on va aller combattre chez l'adversaire, bah, on se combat sur son terrain, donc ça c'est compliqué. Là, eh bien c'est un terrain neutre, et c'est un terrain qui, au-delà de ça, n'est pas seulement neutre, mais qui va aider les Space Wolves. Et ça c'est incroyable, parce que dès que les squads de Space Wolves arrivent devant un mur blindé, eh bien ce mur s'ouvre, les défenses s'arrêtent, et reprennent vie une fois que leur passage a été fait. Ce qui veut dire que la Black Fortress elle-même, la Blackstone Fortress, elle aide les forces des Space Wolves pour accomplir leur mission. Et en fait, eh bien, le Space Wolf compare ça en fait à un loup qui serait blessé, qui voudrait justement périr, qui préfère la mort plutôt que la vie dans laquelle il est, une vie diminuée. Et en fait, on a ce sentiment-là, c'est que la Blackstone Fortress en a marre de se faire parasiter par l'Imperium, de se faire parasiter par Abaddon, et en fait, elle préfère simplement disparaître plutôt que d'être l'arme des forces du chaos. Donc on revient en orbite, et là, on a justement l'image de la Blackstone Fortress qui commence à faire, qui fait feu déjà depuis longtemps sur Phalanx, et en fait, on a une petite explosion. Alors c'est une piqûre de moustique à l'échelle de la Blackstone Fortress. Malgré tout, instantanément, on a tout un bloc de boucliers qui disparaît, et ça, Phalanx l'a bien vu et profite pour faire pleuvoir la mort avec toute la puissance de feu qu'il peut avoir. Toute l'énergie est redirigée vers les armes. Hein, on a vraiment ce côté Scotty, mettez toute l'énergie sur... Alors d'habitude c'est les boucliers, mais là c'est Scotty, mettez toute l'énergie sur les armes. Et en fait, eh bien, on a toutes les sirènes d'alarme du Phalanx qui clignotent, étant donné qu'il y a des forces qui sont en train d'assaillir Phalanx à l'intérieur. On a tous les croiseurs, les flottes la flotte du chaos qui est en train de pilonner Phalanx. Ça devient catastrophique, mais peu importe le destin de Phalanx est de mourir ce moment-là, mais en emmenant avec lui le Wheel of Eternity qui allait annihiler Cadia, parce que justement c'est le moment dramatique. Alors c'est très cinématographique, mais c'est le moment où Urkantos réussit à détruire le générateur de champ warp qui protégeait Cadia. Le Wheel of Eternity s'apprête à tirer et à annihiler l'ensemble de la planète, et c'est le moment où justement Célestine apparaît, Phalanx apparaît et contre en fait cette attaque et va pilonner la Blackstone Fortress. Alors on voit que au fur et à mesure, eh bien, le blindage commence à être entamé, étant donné qu'il n'y a plus de champ de protection, et le premier tir détruit une partie du blindage, et on va jusqu'au... J'aime bien cette phrase-là, c'est le premier coup perça le blindage, le 11e le réduisit en poussière. On a vraiment cette notion de bam, 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 le pilonnage, et voilà. On a cette action déterminante de Phalanx, et au bout d'un moment, eh bien, on voit qu'il y a une sorte d'énergie qui apparaît, et on est sur le cœur du Wheel of Eternity, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui a été construction de l'Imperium, construction chaotique qui sont mis au-dessus, ont disparu, et on atteint le cœur de la forteresse noire, et elle commence à se fracturer. Phalanx, voyant ça, eh bien, décide de reculer parce qu'il a accompli sa mission, l'énergie est en train de se libérer, les forces du chaos ne pourront pas pouvoir maîtriser la puissance de Phalanx, et décide de ne pas mourir dans l'explosion pour apporter encore un tout petit peu d'énergie en fait aux défenseurs, et il s'éloigne, Phalanx s'éloigne, et vous avez des vaisseaux du chaos qui commencent à être absorbés. Ceux qui étaient en défense, qui étaient encore plus proches de la forteresse, se trouvent être absorbés par une auréole violacée qui se répand en fait dans l'univers Matérium. Donc on imagine que c'est des sortes de courants warp. Donc après, c'est assez étonnant comme on ne connaît pas en fait la construction de la Blackstone Fortress. Est-ce que c'est une énergie du warp? Est-ce que c'est une énergie ésotérique encore différente? En tout cas, eh bien, ça va disloquer le Wheel of Eternity sans pour autant le détruire, mais par contre, ça va envelopper une majeure partie de la flotte d'Abaddon, l'emmener dans le warp, la faire disparaître, et aussi détruire tous les vaisseaux qui n'ont pas pu s'éloigner ou qui n'ont pas encore les boucliers tels que la puissance de Phalanx, parce que malgré tout, Phalanx a encore ses boucliers, qui protègent justement de cette explosion-là. Et on se retrouve avec un Phalanx vraiment au bord de l'annihilation, mais toujours là, toujours présent, et le Wheel of Eternity qui s'est éteint, et son œil s'est éteint, il n'y a plus de tir possible, mais malgré tout,
la forteresse noire plane encore en orbite, telle une lune noire menaçante. Alors on a un petit encadré un petit peu historique qui nous parle de Phalanx, pour ceux qui ne connaîtraient pas Phalanx. Donc Phalanx, c'est bien sûr une sorte de cathédrale immense. Donc on nous dit que de par sa construction, ça ressemble plus à un planétoïde qu'à un vaisseau spatial, mais qu'en tout cas, c'est le plus grand vaisseau de l'humanité. Voilà, il n'y a pas de doute, c'est pas un des plus, c'est le plus. Donc c'est-à-dire qu'il est plus puissant que les arches Gloriana. Et oui, n'en déplaise à certains, mais en tout cas, il était là. Alors, personne ne sait comment il a été construit, hein, parce que tout ce qui était connaissances qui ont permis justement de réaliser Phalanx ont été perdus. Par contre, Phalanx a bien été créé par l'humanité. Ce n'est pas comme les Blackstone Fortress qui sont réutilisés, phagocytés. Là, on a vraiment le summum, le pinacle en fait de la technologie de l'humanité, pas de l'impérium, de l'humanité. À un moment donné, cette technologie est perdue et c'est ce qui fait que Phalanx, eh bien, n'est plus l'ombre de lui-même, n'est plus que l'ombre de lui-même parce que, eh bien, on ne sait pas réparer. Donc, à chaque fois qu'il y a une défaillance, les pièces ne sont pas remplacées, les systèmes ne sont pas renouvelés et voilà, le colosse, au fur et à mesure, eh bien, s'amenuise. Mais malgré tout, on nous rappelle que ce géant a autant de puissance de feu qu'une armada complète à lui seul et qu'il est le plus grand présent qu'a reçu l'empereur, parce qu'à l'époque où Rogaldorn justement possédait, parce que c'est la forteresse c'est le même, enfin, la forteresse chapitrale des Imperial Fist, le jour où Dorn a rencontré l'empereur, eh bien, il a fait don de Phalanx, qui était l'emblème même de la force des Imperial Fist. Il y a offerte, en fait, à l'empereur. Alors, j'avoue que j'ai pas lu tous ces passages-là dans les restes d'Horus, donc je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. J'imagine que Rogaldorn, en fait, connaissait pas les Imperial Fist à l'époque. Donc, comment ça s'est passé? À quel moment il l'a offert? J'avoue que je ne sais pas. Donc, je vais pas m'étendre trop sur le sujet. Et puis là, ce n'est pas présenté. Mais en tout cas, on sait que Phalanx a été le joyau de la défense de Terra depuis l'hérésie d'Horus, parce qu'il s'est ancré en espace et c'est la plateforme de défense qui détruit toutes les menaces qui peuvent attaquer justement Terra. Mais on se rappelle, vous vous rappelez la première vidéo de Gathering Storm, où vous avez justement une incursion du chaos sur Phalanx en lui-même, donc c'est-à-dire à quel point le colosse est fragile et même les plus grandes réalisations de l'humanité, eh bien, peuvent être soumises justement aux caprices du chaos. Alors, ça, c'était le petit descriptif sur Phalanx. Donc, on revient sur le champ de bataille. Donc, le champ de bataille, eh bien sûr, les défenseurs voient ce qui s'est passé en orbite, voient que le Wheel of Eternity a l'air un petit peu éteint. Il n'y a pas eu ce tir qui a été dévastateur, qui était attendu. Et tout le monde reprend espoir. Sainte Célestine est là. Phalanx est là. Les défenseurs reprennent le pas. Donc, retournement de situation. On a aussi la maison Raven qui continue à se battre contre les légions titanesques, aidée par les Thunderhawks des Imperial Fist, elle réussit à détruire l'ensemble des titans renégats. Donc c'est une victoire morale, mais c'est une victoire qui va galvaniser aussi bien sûr les troupes autour et tout le monde reprend espoir, et même Creed. Donc Creed n'espère pas une victoire malgré tout parce qu'il reste très conscient de la situation, mais en tout cas il sait qu'ils ont gagné cette bataille et que cette bataille va leur permettre de gagner du temps. Et le temps, c'est le plus important pour prolonger l'espérance de vie de Cadia. Bon, après, je vous connais, vous avez envie de savoir ce qui s'est passé dans le duel entre Sainte Célestine et ses Superia Germinae, à savoir les Chanoinesses Eleanor et Geneviève, et Urkantos, la main droite d'Abaddon, commandeur de la flotte noire. On ne l'a pas, ce combat. Ce combat, on ne l'a pas, on a simplement le résultat. On a simplement, à un moment donné, Sainte Célestine qui apparaît sur le champ de bataille et qui jette le corps d'Urkantos du haut des remparts. Elles ont gagné. Et vous voyez, j'avoue que c'est pas très frustrant parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, encore une fois, que on perd pas de temps sur un combat. Alors peut-être quand même que ce combat, on avait envie que ça aille un peu plus loin, mais vous voyez, je trouve que on est sur la quintessence de on ne fait pas de remplissage. Ce bouquin de Gathering Storm, chaque page, c'est un condensé d'informations, alors que vous voyez parfois, souvent dans les nouvelles qu'on a dans le White Dwarf par exemple, ou dans d'autres romans, vous avez un chapitre qui va être ou 5-6 pages qui sont simplement sur le combat. Je me relève, je trouve le courage en moi, je pars un coup d'épée, je suis blessé, mais je vais me relever, etc. Et en fait, on a ce combat, et des fois, on a vraiment l'impression que, on n'a pas grand-chose à raconter.
Donc on passe beaucoup de temps sur l'action, c'est le cas dans certains films, vous avez beaucoup de scènes d'action, vous avez une poursuite, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Indiana Jones, le dernier Indiana Jones là, où il y a une poursuite en petite voiturette là dans les rues et qui dure mais super longtemps et à un moment tu fais mais... Ça fait pas 10 minutes que la poursuite dure et tu te dis mais c'est pour... Enfin vous voyez, et des fois on a ce sentiment que l'action prend le pas sur la narration parce qu'on n'a pas grand chose à raconter et que bah voilà on va en mettre un peu plein les yeux et là... Gathering Storm, ça en met plein les yeux, je sais pas. Moi, franchement, quand je lis ce bouquin, il y a plein de passages où j'ai les frissons, où je me dis, parce que ça m'emmène, ouais, ça m'emmène vraiment. Et c'est pas à cause des combats, c'est pas à cause de l'action, c'est vraiment pour tout le côté magique. Enfin, vous voyez, le destin de Phalanx qui est quand même emblématique, le Wheel of Eternity, c'est Space Wolf qui est à l'intérieur, qu'on pensait mort, qui vont avoir ce dernier rôle à jouer, qui vont permettre à Phalanx justement d'achever le Wheel of Eternity, cette Légion des damnés qui disparaît on ne sait pas pourquoi et qui réapparaît justement sur la Blackstone pour aider, enfin voilà, même Sainte Célestine, les Germinae, les Chanoinesses qui se relèvent et qui deviennent la main gauche et la main droite de Sainte Célestine, c'est vraiment magique. Tous ces passages-là, je les trouve vraiment sympas. Même la personnalisation du doute de Creed, c'est pour ça que je vous ai fait la dernière vidéo avec Creed qui doute. Je trouve que c'est très marquant sur les sentiments qu'on peut avoir. Enfin vraiment, je trouve que Gathering Storm c'est vraiment la meilleure série. C'est ce que j'avais en tête. Et là, en le repartageant avec vous, j'en suis vraiment pleinement convaincu. Et voilà, c'est pour ça que j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Je pense que j'ai vraiment des commentaires très chaleureux, donc merci beaucoup à vous. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'essaie de vous faire la suite le plus vite possible. En tout cas, merci vraiment à tous ceux qui mettent des commentaires, qui me soutiennent, qui sont abonnés à Wargame Lore et Guy TV, parce que comme je vous dis, après à la fin, on va passer tout le lore sur cette chaîne-là. Bien sûr, ceux qui me suivent sur Tipeee, vous avez en plus la contrepartie d'avoir les vidéos sans publicité, en avance, et puis aussi en version podcast pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, merci beaucoup à tous, et on continue le voyage. Rendez-vous pour la prochaine. Salut à tous.